Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a effectué une visite surprise en Ukraine au milieu d'une nouvelle offensive russe. Il a commencé son discours en disant aux Ukrainiens que vous n'êtes pas seuls, rapporte la BBC. Les États-Unis ont été avec vous dès le premier jour. Nous sommes avec vous aujourd'hui et nous resterons avec vous, a-t-il affirmé. Et vous avez nié à Poutine son objectif principal, effacer l'Ukraine de la carte, déclare le secrétaire d'État américain. Il ajoute que l'Ukraine a également réussi à stopper l'attaque de la Russie contre la capitale Kiev, rapporte la BBC. Nous allons compliquer le travail de la Russie pour vous frapper, déclare Blinken, ajoutant que le temps est essentiel. Il souligne que le président américain, Joe Biden, a recommencé les envois de munitions à l'État ukrainien dans la minute suivant l'approbation par le Congrès d'un paquet d'aide de 61 milliards de dollars. Nous rapprochons l'Ukraine et ensuite l'OTAN, a déclaré le fonctionnaire américain, ajoutant que nous veillerons à ce que le pont entre l'Ukraine et l'OTAN soit solide. Par ailleurs, les États-Unis sont parmi les principaux pays à aider l'Ukraine, qui est envahie par la Russie depuis le 24 février 2022. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, est arrivé en Ukraine alors que des armes d'un nouveau lot d'aide américaine ont commencé à arriver sur la ligne de front. Sa visite survient alors que le pays tente de repousser une grande incursion russe près de sa deuxième plus grande ville, Kharkiv, rapportent les médias étrangers, rapporte BuzzPlus. Le chef de la diplomatie américaine devrait rencontrer le président Volodymyr Zelensky et d'autres responsables. Et Blinken livrera un message de sécurité, selon des responsables américains. La visite du secrétaire d'État mardi marque 3 semaines depuis que le Congrès américain a finalement accepté un nouveau paquet d'aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine. Avant l'arrivée de M. Blinken à Kiev, un haut responsable américain a déclaré que les armes financées par l'Amérique qui arrivent désormais sur le front comprenaient des intercepteurs de défense aérienne, de l'artillerie et des missiles à longue portée guidés avec précision de la gamme d'action ATACMS. Un nouveau lot d'armements américains a déjà commencé à arriver en Ukraine et d'autres fournitures sont en route, a déclaré Antony Blinken lors d'une réunion avec Volodymyr Zelensky à Kiev ce matin. Nous savons également que dans un avenir proche, l'assistance est en route, une partie est déjà arrivée et plus encore est en cours de route, ont déclaré les responsables américains. Et cela va faire une réelle différence contre l'agression russe en cours sur le champ de bataille. Zelensky a salué l'aide américaine cruciale, soulignant le plus grand déficit du pays, la défense aérienne. Il a également informé Blinken que l'Ukraine a besoin de 2 batteries de défense aérienne pour la ville du nord-est de Kharkiv, qui est bombardée par des frappes aériennes russes. Pour rappel, le mois dernier, le Sénat a approuvé une aide de guerre de 95 milliards de dollars, 76,2 milliards de livres, à l'Ukraine, Israël et Taïwan après des mois de retard et de querelles. La Chambre a approuvé le paquet lors de 4 votes successifs, la portion destinée à l'Ukraine ayant été adoptée par 311 voix contre 112. Un total de 61 milliards de dollars, 48,1 milliards de livres, d'aide est destinée à l'Ukraine. La loi prévoit une nouvelle livraison d'armes à l'Ukraine, qui a du mal à tenir ses lignes de front contre la Russie. La visite officielle du Premier ministre grec dans la capitale turque et les discussions avec le président turc n'ont duré que quelques heures, dans ce que les deux parties ont appelé une tentative de calmer les eaux agitées. Kyriakos Mitsotakis a été accueilli à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères de Turquie, puis par Recep Tayyip Erdogan au palais présidentiel à Ankara, lors de leur 4e réunion en 12 mois, considérée comme la plus chaleureuse. Alors que les deux voisins suivent un programme de normalisation des relations pour laisser derrière eux les vieilles querelles de décennies, la rencontre tant attendue entre les deux leaders des pays alliés au sein de l'OTAN mais aussi rivaux historiques, a abordé toutes les questions qui les unissent, mais aussi celles qui les divisent, en particulier sur la guerre à Gaza. Un membre de l'OTAN, l'Estonie, envisage sérieusement d'envoyer des troupes en Ukraine dans des rôles positionnés loin des lignes de front, selon un responsable de la sécurité nationale. Madi Roll, conseiller en sécurité nationale du président estonien, a déclaré au journal militaire Breaking Defense que les dirigeants de son pays envisageaient sérieusement d'envoyer des soldats estoniens dans des rôles positionnés et en arrière qui ne les exposeraient pas directement au combat en Ukraine. Une telle action contribuerait à atténuer la crise de la puissance militaire en Ukraine et permettrait au pays d'envoyer plus de soldats sur le front. Alors que l'Estonie, membre de l'OTAN, préfère agir en collaboration avec les principaux membres de l'Alliance, elle n'est pas non plus fermée à l'idée de se joindre à un groupe plus restreint d'alliés, a déclaré Roll. Les discussions se poursuivent, a déclaré Roll à Breaking Defense. Nous devons examiner toutes les possibilités.
Nous ne devons pas avoir de limites sur ce que nous pouvons faire. Plus tôt, le chef de la défense du pays, le général Martin Herem, avait déclaré que l'Estonie avait entamé des discussions internes sur l'envoi de troupes en Ukraine. Mais il n'y a pas eu de discussion sérieuse et en raison de préoccupations politiques internes. L'Estonie est l'un des membres de l'OTAN, géographiquement plus proche de la Russie, avec une frontière orientale commune avec les régions russes de Pskov et de Leningrad. Son armée repose principalement sur les unités de réserve, avec environ 4200 membres permanents et 38 000 troupes de réserve prêtes pour les opérations en temps de guerre. Le nombre total d'Estoniens formés militairement est de 230 000, sur une population totale de 1,3 million d'habitants. La nation rejoint désormais une tendance croissante parmi les membres de l'Alliance qui évoque la possibilité de soutenir l'Ukraine avec des troupes, le président français Emmanuel Macron ayant irrité Moscou avec ses déclarations répétées. Les États baltes suivent l'exemple. La première ministre lituanienne Ingrida Imoni a déclaré au Financial Times le 8 mai qu'elle avait le mandat du Parlement pour déployer des troupes en Ukraine à des fins d'entraînement, mais que Kiev n'avait pas encore présenté une telle demande. L'OTAN a besoin du consensus de ses membres pour déployer des troupes en tant qu'alliance dans une zone de conflit, mais les États individuels peuvent déployer leurs propres forces en fonction des besoins. Entre-temps, la Russie a déclaré que toute présence notable de troupes de l'OTAN en Ukraine serait considérée comme une escalade majeure, menaçant ensuite le risque de guerre nucléaire. La Russie a mis en service son missile balistique intercontinental Bulava lancé depuis un sous-marin, rapporte l'agence de presse d'État TASS. Les médias d'État russes ont cité le concepteur en chef du missile, Yuri Solomonov, affirmant que son adoption avait été annoncée dans un décret du 7 mai, le même jour où Vladimir Poutine entamait un nouveau mandat de 6 ans au Kremlin. Le Bulava a été développé dans le cadre d'un programme lancé dans les années 1990 et est conçu pour être déployé sur les sous-marins de classe Borei de la Russie. En novembre dernier, le ministère de la Défense a déclaré qu'un de ses sous-marins avait réussi à lancer avec succès le Bulava, en le tirant d'une position sous-marine dans la mer Blanche, au large de la Russie septentrionale. TASS a déclaré que les flottes du Nord et du Pacifique de la Russie comprennent désormais 7 sous-marins de classe Borei et que chacun transporte 16 Bulava. Pour contexte, Vladimir Poutine a averti l'Occident depuis le début de la guerre en Ukraine que l'intervention directe des troupes de l'OTAN là-bas pourrait déclencher un conflit nucléaire. En mars, il a déclaré ne pas croire que les États-Unis se précipitaient dans cette voie, mais que les forces nucléaires russes étaient techniquement prêtes. Des manifestants ont affirmé que l'aide était directement entre les mains du Hamas. Les attaques ont été condamnées par le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, qui a appelé Israël à en faire davantage pour faire parvenir l'aide à Gaza. Des images ont montré des manifestants jetant des fournitures depuis des camions sur le sol au poste de contrôle de Tarqumiya, à l'ouest d'Hébron, dans la Cisjordanie occupée par Israël, lundi. Des sacs ressemblant à de la farine et des céréales étaient ouverts, leur contenu se déversant sur le sol. On a vu un manifestant être traîné par la police frontalière israélienne tandis que d'autres manifestants criaient en hébreu. Plus au sud du poste de contrôle, de nombreux camions étaient abandonnés sur le bord de la route, l'aide qu'ils transportaient entassée dans la rue. L'un des camions semblait avoir été incendié, la cabine avant étant brûlée. Les employés de Sky News sur le terrain en Israël ont été témoins d'une autre manifestation alors qu'un groupe d'une dizaine de personnes se tenait directement devant un convoi de camions. La moitié du groupe était assise, tandis qu'un groupe séparé pouvait être vu à l'arrière-plan tenant des drapeaux israéliens. Tous les camions ont finalement pu passer à Gaza. Cela intervient alors que 4 manifestants, dont un mineur, ont été arrêtés lundi pour avoir gâché l'aide vitale envoyée à Gaza. Le groupe Order 9, qui a organisé la manifestation, a affirmé que l'aide livrée dans l'enclave était directement entre les mains du Hamas. Il a déclaré que si l'aide continue d'être livrée et que le Hamas pense avoir une possibilité de contrôle total sur la bande de Gaza, il ne montrera jamais d'intérêt à conclure un accord qui garantirait la libération de plus de 100 otages israéliens. Attaque révoltante. Les manifestations ont été critiquées par le secrétaire aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, Lord Cameron, qui a appelé Israël à poursuivre les auteurs des attaques et à faire davantage pour permettre l'aide. Les attaques d'extrémistes contre les convois d'aide à destination de Gaza sont révoltantes, a-t-il déclaré. Les habitants de Gaza risquent la famine et ont désespérément besoin de fournitures. Je ferai part de mes préoccupations au gouvernement israélien.
Le secrétaire d'État adjoint américain, Vedant Patel, a également mis en garde Israël contre tout obstacle à l'assistance humanitaire. Deux officiers pénitentiaires ont été tués après une attaque contre un convoi transportant un détenu en fuite. 3 autres personnes ont été grièvement blessées après le signalement d'une attaque à la voiture sur une autoroute à Incarville dans la région de l'Eure dans le nord-ouest de la France, rapportent des médias étrangers, cités par Buzz+. Selon les informations supplémentaires, plusieurs hommes ont utilisé 2 véhicules pour cibler le convoi, a déclaré une source policière à l'agence de presse française AFP. Le détenu en fuite est un homme nommé Mohamed. Il avait comparu devant un juge ce matin, accusé de tentative de meurtre. L'attaque contre le fourgon pénitentiaire s'est produite alors qu'il était à nouveau transporté en prison à Évreux. Le fugitif est parti avec ceux qui ont attaqué le convoi mardi, rapporte Le Parisien. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, a déclaré que plusieurs centaines d'officiers de police ont été déployés pour trouver ces criminels. L'un des véhicules utilisés pour cibler le convoi a été retrouvé brûlé à un endroit non spécifié par la source policière qui a parlé à l'AFP. Pendant ce temps, le ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a déclaré qu'un convoi pénitentiaire a été attaqué dans l'Eure. 2 de nos officiers pénitentiaires sont décédés, 3 ont été grièvement blessés. La nomination de Nikolaï Patrouchev par Vladimir Poutine en tant que son conseiller, qui fait partie du remaniement de son cabinet, semble être une rétrogradation, selon notre rédacteur en chef des affaires internationales, Dominique Waghorn. Waghorn affirme que Patrouchev, qui a été déplacé de son poste de secrétaire au sein du Conseil de sécurité pour faire place à Sergueï Shoigu, est un personnage coloré et plutôt sinistre. Et il est l'homme des idées derrière la direction que Vladimir Poutine a prise pour son pays, dit-il. Oh, il semble croire à n'importe quelle théorie du complot qui circule. Il peut adhérer à la paranoïa sur la façon dont le monde traite la Russie, avec des illusions de grandeur sur la restauration de l'Empire russe. Il a mis beaucoup de réflexions et d'idées dans la tête de Poutine au fil des ans. Waghorn affirme que les observateurs occidentaux seront soulagés qu'il ait été éloigné de ce poste et qu'il semble qu'il ait été rétrogradé à un rôle de conseiller. Et il est toujours dans une position où il peut influencer Poutine, mais il n'aura pas le contrôle sur la collecte de renseignements, ajoute-t-il. La rétrogradation apparente sera encourageante pour les observateurs occidentaux. Mais Waghorn note également qu'il semble que M. Poutine mette de l'ordre dans ses affaires. Procéder à un remaniement pourrait lui donner une vision un peu plus réaliste de la façon dont il voit le monde, cela peut être une bonne ou une mauvaise chose, ajoute-t-il. Le président Vladimir Poutine a apporté des changements au gouvernement en nommant Andrei Belouzov, un économiste qui a pour la première fois occupé le poste de vice-premier ministre de Russie en tant que nouveau ministre de la Défense, à la place de Sergueï Shoigu. Ce dernier, le seul membre du gouvernement que Poutine a remplacé, a été nommé secrétaire du Conseil de sécurité nationale, un poste de conseil très puissant pour le Kremlin, prenant la place de Nikolaï Patrouchev, un allié de longue date de Vladimir Poutine. Tout comme le président, Patrouchev a précédemment dirigé le Service fédéral de sécurité de Russie, successeur du KGB soviétique. Le Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement russe, doit approuver la nomination de Belouzov, une formalité sur laquelle il n'y a aucun doute. Entre-temps, les analystes pensent que ce mouvement de Poutine montre qu'il se prépare à une longue guerre contre l'Ukraine. Depuis un certain temps, il y a en effet eu des spéculations sur un éventuel départ de Shoigu, qui occupait ce poste depuis 12 ans. Et étant donné que Poutine lui-même a compris que la guerre va durer des années, il cherche à placer à la tête de la défense une personne avec plus de connaissances économiques. Et cela a du sens dans le cas d'une guerre prolongée, car il est nécessaire de mobiliser les ressources pour la soutenir. Cependant, les analystes attirent l'attention et disent que le départ de Shoigu ne doit pas nécessairement être considéré comme une mise à l'écart ou une punition. Il n'a pas été mis en congé ni envoyé en prison, comme c'est habituel en Russie. Au contraire, il est devenu secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, remplaçant une autre figure proche de Poutine, Patrouchev. Les armes d'un nouveau paquet d'aide américaine à l'Ukraine ont commencé à arriver sur la ligne de front. Cela vient après un an de blocage politique aux États-Unis, le président Joe Biden ayant approuvé une aide militaire d'une valeur de près de 61 milliards de dollars en avril, rapporte Télégraphie.
Au moins 8 milliards de dollars seront utilisés pour réapprovisionner l'Ukraine en missiles et munitions. Pendant ce temps, en février 2024, l'UE a convenu d'un autre paquet d'aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, après que la Hongrie ait levé son veto à l'accord. Dans ce contexte, il est indiqué qu'en ce qui concerne la quantité d'aide déjà fournie, entre février 2022 et février 2024, les États-Unis ont envoyé ou engagé des armes et des équipements d'une valeur de 46,2 milliards de dollars en Ukraine, selon l'Institut Kiel, un institut de recherche allemand. De plus, l'Allemagne a fourni à l'Ukraine des armes et des équipements d'une valeur de 10,7 milliards de dollars, le Royaume-Uni 5,7 milliards de dollars, le Danemark 5,2 milliards de dollars et les Pays-Bas 4,1 milliards de dollars. Les chars israéliens sont entrés plus profondément dans Rafah à l'est mardi, atteignant plusieurs quartiers densément peuplés de la ville frontalière du sud où plus d'1 million de personnes étaient abritées après avoir été déplacées pendant 7 mois de combat. Les alliés internationaux d'Israël et les groupes d'aide ont constamment demandé à ce que l'offensive terrestre sur Rafah, remplie de réfugiés, ne soit pas lancée, avertissant d'une catastrophe humanitaire imminente. Le Premier ministre du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a déclaré que les opérations israéliennes à Rafah avaient contrecarré les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu dans les pourparlers parrainés par le Qatar et l'Égypte, bien que les négociations se poursuivent. Israël a promis de poursuivre son plan d'attaque sur Rafah même sans le soutien de ses alliés, affirmant que son opération est nécessaire pour éliminer 4 bataillons restants du Hamas dans la ville. La branche armée du Hamas a déclaré avoir détruit un transporteur de troupes israélien avec un missile Al-Yassin 105 dans le quartier Ed al-Salam, tuant plusieurs soldats et en blessant d'autres. Les forces de défense israéliennes n'ont pas commenté ce rapport mais ont déclaré avoir éliminé plusieurs cellules terroristes armées lors de combats près du point frontalier de Rafah, qui relie la bande de Gaza à l'Égypte. Israël a émis des ordres d'évacuation pour les habitants des parties de l'est de Rafah il y a une semaine, avec un deuxième round d'ordres étendu à d'autres zones samedi. L'UNRWA, l'agence principale d'aide des Nations Unies à Gaza, estime que près de 450 000 personnes ont été déplacées de Rafah depuis le 6 mai. Les gens sont confrontés à une fatigue constante, à la faim et à la peur. Nulle part n'est sûr, a écrit l'agence sur la plateforme X. La guerre a poussé la majeure partie de la population de Gaza au bord de la famine, selon l'ONU, et a détruit ses infrastructures médicales, ou même les rares hôpitaux restant manquent de carburant pour les générateurs d'électricité et d'autres fournitures essentielles. Au summum de la guerre contre l'Ukraine, l'économiste Andreï Belouzov est nommé ministre de la Défense. Le fidèle de Vladimir Poutine doit fournir l'armée et stimuler l'économie de guerre. Belouzov lui-même n'a pas effectué de service militaire. Mais qui est la personne qui prend la direction du ministère de la Défense en Russie maintenant, au milieu de la guerre ? Andreï Belouzov est né à Moscou, fils d'un économiste, et a 65 ans. Il a suivi le modèle de son père et a également étudié les sciences économiques. Plus tard, il a fait des recherches dans le domaine des prévisions de marché à l'Académie russe des sciences. Il a conseillé le gouvernement et a servi en tant que vice-ministre de l'économie en 2006 et 2008. Décisif pour sa carrière a été l'année 2008, lorsque Poutine, du poste de président, est passé à celui de Premier ministre et a nommé Belouzov chef du secteur économique. De cette manière, il était en contact direct avec Poutine. Depuis lors, Belouzov est considéré comme l'un des fidèles du président. Sa dépendance directe à Poutine ainsi que le fait que Belouzov n'appartient à aucune fraction en lutte pour l'influence au Kremlin l'ont rendu immunisé contre la corruption. Son prédécesseur Shoigu, en revanche, a souvent été accusé de corruption. Récemment, son adjoint a été arrêté, ce que de nombreux observateurs ont commenté comme un signe que Shoigu serait bientôt renvoyé. Avec les postes qu'il a occupés, Belouzov a eu une forte influence sur la formation de la politique économique russe au cours des dernières années. Il est considéré comme un partisan des investissements publics dans l'économie. En 2014, il était parmi les rares experts économiques pro-Poutine à soutenir l'annexion de la Crimée. Belouzov voit la Russie comme encerclée par les ennemis. Cette vision du monde témoigne également de sa proximité avec Poutine. Sous la direction de Belouzov, le concept de développement technologique 2030 a été élaboré. Jusqu'à présent, selon le plan de Belouzov, la Russie doit apprendre à produire des puces, des machines de haute précision, du matériel médical, des avions et des drones. Quatre personnes ont été blessées dans de nouvelles attaques russes dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont déclaré des responsables ukrainiens mardi.
Un homme et 3 femmes ont été blessés dans les attaques des forces russes au mardi, a déclaré Oleh Syniehubov, gouverneur de la région de Kharkiv, où se trouve également la ville du même nom. Syniehubov a écrit sur Telegram que la Russie a attaqué la deuxième plus grande ville d'Ukraine avec de nouvelles bombes UMPB-D30, qui sont des bombes de haute précision agissant de la même manière que les missiles de croisière. L'utilisation de ces bombes n'a pas été confirmée de manière indépendante, et Moscou n'a pas encore commenté ces allégations de l'Ukraine. Ces derniers jours, la Russie pousse une offensive terrestre dans la région de Kharkiv, près de la frontière avec la Russie. Moscou attaque de nouvelles zones avec de petits groupes de soldats, élargissant le front, ont déclaré des responsables ukrainiens. Les nouvelles attaques russes à Kharkiv surviennent le jour où le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, effectue une visite non annoncée en Ukraine, au cours de laquelle il rencontrera les dirigeants étatiques ukrainiens. Selon les responsables américains, l'objectif de la visite est de réaffirmer le soutien de Washington à Kiev, dont les forces sont confrontées à l'occupation russe depuis plus de 2 ans. La Russie semble maintenant viser Kharkiv, où la situation est très tendue, a déclaré une députée ukrainienne à Sky News. Kira Rudik a déclaré que les risques étaient élevés et que la Russie avait rassemblé des troupes et des ressources en quantité suffisante pour étendre la longueur de son front, selon Télégraphie. Elle a dit que les forces russes semblaient viser à la fois la région de Kharkiv et la ville elle-même, et les bombardements aériens dans la région avaient augmenté. Interrogée sur le fait de savoir si l'Ukraine devrait se concentrer sur la défense des régions nord-est plutôt que de l'est, elle a ajouté : la stratégie de la Russie est maintenant de détourner notre attention et d'élargir le front, donc nous devrons choisir ce qui est le plus important pour nous défendre. Mais on ne peut pas dire que certaines personnes sont plus importantes que d'autres. Nous devrons mobiliser nos forces pour faire face à cela. Les États-Unis ont exhorté l'Iran à cesser le transfert d'une quantité sans précédent d'armes aux rebelles houthis au Yémen, leur permettant de mener des attaques sans précédent contre les navires en mer Rouge et dans ses environs. Le chargé d'affaires américain, Robert Wood, a déclaré que si le Conseil de sécurité des Nations Unies souhaite progresser vers la fin de la guerre civile au Yémen, il doit collectivement clarifier le rôle déstabilisateur de l'Iran et insister sur le fait qu'il ne peut pas se cacher derrière les rebelles houthis. Il a déclaré qu'il existe de nombreuses preuves corroborant le fait que l'Iran fournit aux rebelles houthis des armes avancées, y compris des missiles balistiques et des drones. Selon Wood, cela contrevient aux sanctions imposées par l'ONU. Pour souligner la préoccupation du Conseil concernant les violations continues de l'embargo sur les armes, nous devons faire plus pour empêcher les contrevenants d'éviter les sanctions, a déclaré Wood. Les rebelles houthis ont déclaré que leurs attaques contre les navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden visent à faire pression sur Israël pour mettre fin à sa guerre contre le Hamas à Gaza, qui a fait plus de 35 000 morts palestiniens. Les rebelles houthis ont mené plus de 50 attaques contre des navires depuis novembre dernier, ont capturé un navire et en ont coulé un autre, ont déclaré les autorités maritimes américaines le mois dernier. Les attaques rebelles se sont raréfiées ces dernières semaines après avoir été frappées par une campagne de frappes aériennes au Yémen menée par les États-Unis. En raison du risque posé par les attaques rebelles, le passage des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden est devenu moins fréquent. Un nouveau lot d'armes américaines aura un impact sur le champ de bataille en Ukraine, a déclaré mardi le secrétaire d'État Antony Blinken lors de sa visite à Kiev, alors que les forces ukrainiennes sont confrontées à des obstacles sur le front après un long retard dans l'aide des États-Unis. Washington a enfin approuvé un projet de loi à la fin d'avril pour fournir une aide militaire à l'Ukraine, bloqué pendant des mois par l'opposition de certains républicains au Congrès américain, tandis que les forces russes ont profité de leur supériorité de feu pour lancer une offensive. L'aide est maintenant en chemin, une partie est déjà arrivée et une partie arrivera, a déclaré Blinken lors de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et cela fera la différence sur le champ de bataille. Zelensky a souligné l'aide essentielle des États-Unis et a remercié Washington pour son soutien. Il a déclaré que le plus grand déficit de l'Ukraine pour le moment était dans la défense aérienne, disant à Blinken que Kiev avait besoin de 2 batteries de missiles solaires Patriot pour la région de Kharkiv, gravement attaquée par la Russie. En les civils, les soldats, tout le monde est sous les missiles russes, a déclaré Zelensky. Le président ukrainien a également déclaré qu'il voulait discuter des garanties de sécurité avec les États-Unis, tout en demandant à Blinken de travailler pour obtenir le soutien de plus de pays lors du prochain sommet de la paix qui se tiendra en Suisse en juin.
L'Ukraine se tient fermement sur ses pieds, militairement et économiquement. Une Ukraine forte, prospère et libre est le pire coup possible pour Poutine, a déclaré Blinken.